Bienvenue dans la partie 3 de la chronique sur Higurashi. Ayant terminé cette œuvre massive, il faut conclure cette parenthèse sur ma chaîne. Presque un an après l'avoir commencé, j'ai fini Higurashi. Une œuvre exceptionnelle qui, en plus d'être maîtrisée de bout en bout, m'avait ouverte au visual novel et balayé les préjugés que j'avais sur ce format. Mais au-delà de ça, elle m'avait profondément atteint de par ses personnages, ses thématiques ou la période très particulière durant laquelle elle m'a accompagné. J'avais essayé, avant même d'avoir fini, d'aborder le sujet sur la chaîne, mais j'avais fini par abandonner parce que je n'arrivais pas à trouver le bon angle, et c'est seulement quand j'ai fini l'avant-dernier chapitre que je me suis décidé à en parler. Et là vous devez vous dire, mais attends, t'as fait une vidéo sur le visual novel alors que tu l'avais même pas fini? Ce à quoi je vous répondrai que oui, mais que ce n'était pas un acte précipité de ma part. Je voulais avoir un premier avis alors que je n'avais pas encore fini. Ça peut paraître étrange, mais ça me permet de me rendre compte comment je ressentais le truc lorsque j'étais encore dedans. Lorsqu'une œuvre nous marque à ce point, on se dit souvent « j'aimerais remonter dans le temps pour avoir de nouveau la sensation de découverte ». Ça allait forcément influer sur mon jugement final, donc j'avais absolument besoin de figer cet avis-là. D'ailleurs, je vous préviens tout de suite, une bonne partie de la vidéo sera en spoiler, mais si vous n'avez pas fait Higurashi, vous pourrez quand même en regarder un bout. Le but de cette vidéo est de revenir sur tous les tomes rétrospectivement, en parlant d'abord du VN, puis de l'anime, puis de faire une conclusion qui sera au final le passage le plus important de la vidéo. Je précise avant de commencer que si vous voulez voir la première partie de vidéo, donc la rétrospective, vous devez absolument avoir fait l'entièreté du visual novel ou vu l'entièreté de l'anime de 2006 si vous voulez regarder cette première partie de vidéo, et ce déjà pour une raison évidente liée au spoiler, parce que le parler du tome 1 ne m'empêche pas de lâcher un spoiler du tome 8, mais également car vous risquez de ne pas toujours comprendre ce dont quoi je parle, ce qui n'est pas forcément très agréable à regarder. Donc à toutes les personnes qui n'auraient pas fait en entier ou pas fait du tout Higurashi, je vous laisse ce timecode qui vous redirige à la partie sans spoil de la vidéo. Cette mise en contexte étant finie, nous pouvons commencer. Donc nous entamons cette rétrospective par un tome qui, à vrai dire, me rend assez nostalgique. Quelque chose que je fais souvent, notamment quand je dois travailler, c'est de me mettre la playlist des OST du VN. Et il est vrai que lorsque je tombe sur des OST du tome 1, j'ai un feeling assez étrange me rappelant mon état d'esprit à l'époque où j'ai commencé. C'est un tome où nous ne savons pas grand chose, peu de personnages nous sont présentés, peu de décors, et surtout nous n'avons que très peu d'informations, ce qui nous pousse à désespérément imaginer des théories complètement farfelues. C'est certainement le tome avec le scénario le plus basique, ou du moins le moins complexe de l'entièreté du VN. Tout repose sur l'ambiance qui elle-même repose énormément sur notre incompréhension. Nous n'avons aucune idée de ce qui se passe autour de nous, de pourquoi nous semblons être pris pour cible par Rena et Mion, ou encore même tout simplement ce qui nous arrive pour ce qui est de la fin. J'ai longtemps pensé que ce tome n'avait pas de réelle utilité scénaristique dans la chronologie du VN, à part nous présenter les bases de l'univers d'Higurashi, jusqu'à ce que l'on sache la vérité sur le syndrome d'Inamizawa, et que je me rende compte qu'en fait, le but de ce premier tome était de nous montrer de l'intérieur le syndrome. Et le fait qu'à ce moment-là nous n'avons aucun point de comparaison avec les autres tomes, fait qu'on se met à tout exagérer car on ne connaît pas réellement ces personnages, et de ce qu'ils peuvent nous faire. Je l'avais dit dans la première partie de la vidéo, mais on est littéralement dans la tête du personnage, et c'est clairement le tome où on le ressent le plus. Non seulement on connaît chacune de ses pensées, mais l'entièreté de la mise en scène est basée sur ce qu'il ressent. Lorsqu'un OST flippant est joué, c'est pas parce qu'il est en danger, mais parce qu'il a l'impression d'être en danger. Et ça change pas mal de choses. Lorsque tu sais que Keiichi avait simplement le S, tu te rends compte de pas mal de choses. Déjà, bien que Rena ait de réels troubles psychologiques, celle-ci ne voulait que venir en aide à Keiichi, et pour le screamer où elle est derrière lui quand il téléphone, ce n'est réellement qu'une imagination de Keiichi. Ou encore la scène de fin, qui n'est que Keiichi en phase terminale. À ce moment-là, le fait qu'on ne sache rien sur ce qui lui arrive, hormis le fait qu'il se gratte la gorge, fait fleurir de nombreuses interprétations, toutes aussi peu plausibles les unes que les autres, et nous amène dès le début de l'histoire à enquêter alors qu'on ne sait pas grand-chose. Cette introduction est excellente, elle a su faire exactement ce qu'il fallait pour nous mettre directement les pieds dans le plat, de la meilleure des manières. Elle en montre peu, mais elle nous raconte beaucoup, sauf qu'on ne s'en rend compte que bien plus tard. Et c'est un des tomes que j'aime le moins. Et je sens que dès le début je vais m'attirer des ennuis. Je l'ai vaguement évoqué, mais la trame est basique, même un peu trop selon moi. Dans les autres tomes, Ryukishi 7 a toujours su se réinventer et aller à l'encontre de nos attentes. Là, j'ai un petit peu trop senti les événements et ça me pose souci. Ça me pose souci car bien que le tome m'ait captivé du début jusqu'à la fin de la deuxième partie, à aucun moment l'écriture ne m'a mis de claque ou m'a fait dire qu'elle était un point fort du tome 1. Elle reste très bonne évidemment, mais plus dans ses doubles sens ou dans ce qu'elle introduit que dans le déroulement de la trame qui lui est malheureusement assez prévisible. C'est également le tome le plus faible au niveau du rythme. Celui-ci a beau être nécessaire pour développer ce qu'il doit développer, il n'est pas spécialement très agréable lors de la lecture de certains passages. Dans la seconde partie notamment, je trouve que certains moments d'introspection tiraient un peu en longueur.
C'est pas spécialement un défaut, mais bon, ça fait partie des trucs un peu moins cool sur le moment. Je me suis rendu compte aussi après coup que la claque que j'ai prise résidait plus dans le changement d'ambiance ultra soudain auquel je ne m'attendais pas, plus que dans ce que l'œuvre avait à me proposer à ce moment-là. Higurashi étant un sound novel, l'ambiance sonore est censée prédominer, et honnêtement, je trouve que ce tome est l'un des moins intéressants à ce niveau-là. Hormis Cave et Demonic Institute, les seuls OST qui m'ont marqué sont ceux qu'on avait en permanence. Je vais pas trop m'attarder plus sur le VN car en soi tout a été déjà dit dessus dans la vidéo de la critique, donc je vais éviter de faire doublon. Par contre, pour ce qui est de l'animé, il y a 2-3 petits trucs à dire. Jamais de ma vie un visionnage aura été aussi éprouvant que celui du tome 1 d'Higurashi, à tel point que j'ai failli en pleurer. Comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo sur le sujet, le premier truc qui m'a frappé en commençant l'animé, c'est le visuel. Je ne vais pas passer par 4 chemins, je trouve ça extrêmement moche. Les chara-design ont un peu le style de la première version du jeu, à savoir des mains qui ressemblent à des gants de boxe et des expressions faciales très étranges. Blague à part, ce choix aurait pu être judicieux s'il était poussé jusqu'au bout. Là, ça aussi entre la volonté de reprendre les chara-design d'origine et celle d'en créer des nouveaux, ce qui fait que la direction artistique n'est pas réellement originale visuellement, et en même temps est très en dessous de ce qui se faisait à l'époque. Bien que je n'ai pas vu l'animé de 2020 car il fait le lien avec Umineko que je suis loin d'avoir fini, ce dernier a, de ce que j'ai pu voir, une direction artistique beaucoup plus intéressante car il y a une vraie identité visuelle qui est assumée, qui certes colle moins avec la chara-design du VN, mais ça va jusqu'au bout de son idée. Ce qui m'a ensuite frappé, c'est que le slice of life était complètement ignoré, alors que l'un des intérêts principaux du tome 1 selon moi est le fait qu'il prend le temps d'installer une vraie ambiance, un vrai cadre à l'histoire, et de construire une vraie alchimie entre les personnages, et que d'un coup tout part en éclats. Là on dirait qu'ils se sont dit « Ah merde, on doit rajouter des scènes de tranches de vie, ah et aussi à leur truc de club de jeu là. Bon allez, au pire on fait un épisode pour tout ça et les 3 derniers on adapte tout le reste. » C'est aussi l'un des tomes où l'introspection de Keiichi est la plus importante, puisqu'elle introduit le S. Sauf que puisqu'on ne connaît pas ses pensées dans l'animé, même moi qui ai fait le VN, j'ai eu du mal à le suivre dans ses actions et à comprendre pourquoi il prenait telle ou telle décision. Et j'ai trouvé les scènes de peur assez ridicules en vrai. Bon, déjà le coup de Rena qui a des yeux de chat, après avoir vu la tête qu'elle tire dans la version PS3, ça donne quand même très envie de rigoler. J'ai bien conscience que l'horreur d'Higurashi est très difficile, voire impossible à retranscrire, mais là j'ai l'impression que dans certaines de leurs décisions, ils se sont monumentalement cassés la gueule. Déjà, vouloir insister autant sur le Usoda, c'est un bel hommage au VN qui est cool sur le papier, mais ça ne marche qu'en visual novel. Si la réplique est délivrée de manière aussi violente dans le VN, c'est parce que c'est comme ça que Keiichi l'a ressenti. Et ça, c'est sans parler de la putain de scène de fin. On voit Keiichi, donc le fait qu'il n'y a rien autour de nous, et c'est un spoil gratuit. Et j'ai même pas envie de développer plus que ça. Donc en conclusion, le tome 1 a beau ne pas être mon tome préféré d'Higurashi, celui-ci a fait ce qu'il fallait pour nous mettre un pied dans l'univers d'Inamizawa. Mais bon, Rena n'étant pas vraiment mon personnage préféré, il m'a moins marqué que certains. C'est vraiment avec le tome 2 que j'ai compris que j'avais devant moi une grande œuvre. C'était comme le tome 1, mais tout était meilleur. Tous les défauts que je vous ai cités, vous oubliez. Le scénario était bien construit, rythmé, imprévisible. Bref, tout ce qui manquait au tome 1 était là, mais en mieux fait. Tout d'abord, le début du tome était déjà beaucoup plus mouvementé et beaucoup mieux rythmé. La rencontre avec Shion et tout ce qui s'ensuit nous introduit l'élément de réponse principal du tome. Les jumelles ont échangé. Et un tel nombre de fois que la Shion que nous voyons n'était pas plus Shion que Mion et vice versa. La manière de nous l'introduire est géniale. La scène où on se rend compte que Shion existe réellement nous montre à quel point l'auteur peut nous tromper facilement. Quand j'y repense, je m'en veux de n'avoir rien vu. Ce qui nous assure qu'il s'agissait de Mion est le fait que ce qu'on pensait être Shion l'appelle Mion. À ce moment-là, on ne se doutait pas de ce qui en était réellement, à savoir que Shion était la vraie Mion et qu'elle avait donc réclamé à ce que la vraie Shion l'appelle Mion. Les retournements de situation de la deuxième partie m'avaient tous surpris. La coïncidence du fait que Keiichi ait parlé à Rika et que Shion prétend avoir parlé au maire et que les deux ont disparu m'avait glacé le sang. Mais ce n'était qu'une coïncidence. Sans parler du moment où on sait que Shion a disparu et de la fin qui m'avait vraiment laissé dans le flou. C'est un tome où tout est devant tes yeux, mais où tu ne vois rien. Tout est basé sur les retournements de situation, sur le fait qu'on ne sait pas, et tout est là pour préparer le terrain pour le tome 5. Au niveau de la peur, je dirais que c'est le tome où elle est la plus intense. Le putain de screamer du téléphone m'avait vraiment plongé dans une psychose profonde. Même plus globalement, cette scène m'avait vraiment terrifié. Bon, après, il était aux alentours de 2h du matin quand je l'ai faite, donc ça a peut-être joué, mais je reste convaincu que cette scène est véritablement terrifiante. Également, ce qui fait que je n'étais pas prêt pour les scènes d'horreur, c'est qu'il y avait un vrai renouvellement sur les mécaniques utilisées pour faire peur. Je l'avais dit plus tôt, mais le tome 1 repose surtout sur son ambiance. Ici, on a une ambiance qui s'en rapproche, mais de par le fait que le scénario est très différent, les techniques utilisées pour faire peur changent complètement. Ce qui nous fait peur dans le tome 1, c'est en grande partie ce qui nous arrive directement. Toutes les grandes scènes de ce dernier sont basées là-dessus. Dans le tome 2, vu qu'on en sait beaucoup plus, on a surtout peur de ce qui peut nous arriver. Lorsqu'on entre dans le temple, on stresse car on sait très bien que cela ne va attirer que des ennuis. De même, lorsque Rika vient nous voir, on a surtout peur des représailles plus que ce qui peut nous arriver sur le moment. Ou même lorsqu'on sait que Shion a disparu, ou même la scène du téléphone. Bref, à part dans le climax de fin, on a surtout peur des conséquences plus que ce qui peut nous arriver sur le moment.
Et même quand on parle du screamer, il y a un vrai renouvellement. Dans le tome 1, les screamers étaient plus du fait qu'ils ressentent d'un coup un pic d'adrénaline en quelque sorte, contrairement au tome 2 où, que ce soit pour celui du téléphone ou celui du coup de couteau, c'est bien plus de l'ordre de la surprise. En conclusion, bien qu'il paraisse un peu secondaire une fois passé le tome 5, le tome 2 est un excellent tome qui selon moi expose bien mieux Inamizawa que le tome 1. Alors sur l'animé en soi j'ai pas grand chose à dire si ce n'est qu'ils ont mis en preview la scène du suicide de Rika du tome 5, ce qui est absolument incohérent. Ah oui aussi la scène du temple est expédiée en 30 secondes alors qu'elle est super importante pour la suite. Je parlais de me faire des ennemis, et bien là faut dire que je ne suis pas du tout d'accord avec l'avis de beaucoup comme quoi le tome 3 serait le pire tome d'Higurashi. Et à vrai dire, j'en veux même pas à ces gens-là, car lorsque j'ai terminé le tome, j'étais un petit peu dubitatif, j'étais dans le flou total pour les bonnes et les mauvaises raisons. Les bonnes car je n'arrivais pas à m'expliquer tous les événements de la seconde partie et que donc l'aspect mystère avait très bien fonctionné sur moi. Pour la première fois, on avait un tome qui jouait la carte de l'émotion, du développement de personnages autres que Keiichi, et surtout la deuxième partie était beaucoup plus dans le mystère que dans l'horreur. Ça m'avait perturbé et je n'ai pas pu apprécier le tome à sa juste valeur sur le coup. Mais avec le temps, il est remonté petit à petit dans mon estime. Déjà, malgré ce qui m'avait dérangé, j'avais adoré suivre Satoko, qui, hors Shion, est ma préférée du groupe d'amis. Faut dire qu'avant j'avais du mal à la cerner, et ce tome m'a vraiment permis de la comprendre. Le début est certainement l'un des meilleurs débuts de tome de l'entièreté d'Higurashi. Tout nous est introduit de manière intéressante, et faut dire ce qui est, la relation Keiichi-Satoko est vraiment attendrissante jusqu'à ce que tout parte en vrille. Lorsque Teppei nous a introduits, il n'y a pas besoin de beaucoup nous en montrer pour comprendre immédiatement la gravité de la situation, et l'erreur de Keiichi et ses amis aura été de ne rien tenter. Chose qu'on sait grâce à un autre tome sur lequel j'aurai quelques petits trucs à dire. Teppei Ojo doit faire partie des personnages que je déteste le plus dans le bon sens, toute fiction confondue, au même titre que Shotoker ou Mio Takano. Très bonne transition vers la scène où Takano raccompagne Keiichi. C'était un très gros risque que le lecteur devine qu'elle était derrière certaines morts de la malédiction, que ce soit le fait que Keiichi reconnaisse le vélo de Tomitake, ou même sa manière très étrange de parler nouée directement sur la voix. Mais bon, c'est réussi parce que le fait qu'elle ramène Keiichi nous brouille la piste sur un fait évident, elle partait d'Inamizawa. Et de là on aurait pu se dire, c'est pour ça qu'elle était portée disparue. Sauf que l'annonce de sa mort vient fausser cette théorie pourtant vraie. Et c'est brillant, car l'auteur joue un véritable jeu d'équilibriste sur ce tome. Il est toujours à la limite de trop en faire ou que ça a l'air trop what the fuck pour être crédible. Que ce soit comme je l'ai dit avec Takano, le fait qu'il ne se soit rien passé la nuit du meurtre, le fait que toutes les personnes dont Keiichi souhaite la mort finissent par réellement mourir, ou encore à la fin. C'est jamais surdosé, tout est toujours pensé de manière à toujours te questionner mais sans jamais aller trop loin. Par contre, si on parle de l'animé, très honnêtement, c'était l'un des tomes les plus simples à adapter. L'horreur des deux premiers tomes n'étant plus au cœur du tome 3, les scènes faisant peur sont beaucoup plus simples à adapter. Également, les scènes horribles de Satoko sont assez simples à reproduire, il suffit juste de développer la relation Satoko-Keiichi en amont et le tour est joué. Et devinez quoi? Ils ont raté. La relation Keiichi-Satoko n'est presque pas montrée ou développée. Niveau horreur, ça a beau être loin d'être complètement catastrophique contrairement aux deux premiers tomes, bah ça reste assez moyen. Niveau rythme, c'est toujours aussi rushé. Non, en fait, je crois que même quand ils ont les moyens de réussir, ils ratent. Je suis un petit peu mitigé sur ce tome. Akasaka a beau être mon personnage masculin préféré de toute l'entièreté d'Higurashi, et le tome a beau être très bon, je suis un petit peu moins élogieux sur celui-là. Il est très intéressant, c'est la première fois qu'on a un point de vue différent de celui de Keiichi, mais surtout c'est la première fois qu'on croise quelqu'un de vraiment extérieur à Inamizawa. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelqu'un qui n'est aucunement relié à Inamizawa, et qui ne connaît le village que par ses antécédents judiciaires. Cela fait qu'on a un regard sur le village tout à fait nouveau, car en plus de toutes les différences entre Keiichi et Akasaka du niveau du point de vue, on comprend mieux ce qu'Oichi a derrière la tête. Je dois vous avouer que j'avais beaucoup de mal à le cerner avant, j'avais toujours l'impression qu'il cachait son jeu et qu'il ne disait pas réellement ce qu'il pensait. Au final, c'est un personnage que j'ai appris à apprécier au fil du temps. Le scénario est très cool à suivre, mais certainement le moins bon de tout le VN, et c'est dû au fait que l'arc est très court. Honnêtement, c'est la seule chose qui ait fait que j'ai moins d'attache. Tout est court donc rien n'est spécialement marquant mis à part Akasaka. On commence à être mis sur la piste quant à l'importance de Rika, bien qu'on soit loin d'imaginer tout ce qu'il y a derrière. Par contre, si on parle de l'animé, c'était pas si mauvais que ça. Certes, le visual novel reste toujours à des années-lumière, mais en soi c'était à peine moyen, ce qui est vraiment rare pour l'animé. Puisqu'il s'y passe beaucoup de choses, on sent beaucoup moins le fait que ça soit rushé, et ça fait une énorme différence. Il y a quand même un truc que j'aurais à redire, c'est que à aucun moment le mec qui a affronté Akasaka n'est Okonogi. En conclusion, le tome 4 n'a beau ne pas être mon préféré, il sert de transition vers le cycle des réponses et en ce sens-là, il fait très bien son taf. Et si je dois conclure sur le cycle des énigmes, je dirais qu'il nous introduit très bien ce qu'il faut introduire, de manière à sans cesse nous questionner, mais qu'il ne fait absolument pas le poids avec ce qu'on a par la suite. Et je vous propose directement d'entamer les choses sérieuses, le gros du morceau. Bienvenue dans le cycle des résolutions. Là, on arrive à un tome qui fait quasiment l'unanimité.
C'est la première fois dans tout Higurashi que je me suis dit que je tenais là l'une des meilleures œuvres auxquelles j'ai pu accéder. Il y a un truc que je me dois souligner qui est le début. C'est l'une des seules fois où, dès le début, on m'exposait les enjeux, on installait l'ambiance et qu'on me disait clairement dès le début, ça va être la merde et ça va pas bien se finir. Mais mon dieu, je m'attendais pas à ça. Déjà, le fait d'incarner Shion m'avait ravi puisqu'il s'agit de mon personnage préféré. Mais surtout, je me suis rendu compte d'à quel point le personnage est juste fascinant. Et c'est quelque chose que Ryukishi Seven a souligné dans le bonus. Jusqu'où nous sommes prêts à pardonner ses actes. C'est un tome où nous la voyons sombrer petit à petit, jusqu'à la mort. Et comment parler de Shion sans évoquer Satoshi? Leur relation fonctionne juste trop bien, c'est comme s'ils avaient été créés pour être complémentaires l'un à l'autre. Et c'est juste magnifique. Lorsqu'il disparaît, cela fait mal au cœur, car déjà on avait eu le temps de s'attacher à lui, mais aussi parce qu'on voit une Shion désespérée qui ne demandait rien d'autre qu'être avec lui. Alors on espère qu'elle ira mieux, sans savoir ce qui allait se passer. Et quand j'ai su ce qui allait se passer, mon dieu, ça m'a retourné le cerveau. Le tome 5 est en réalité le tome 2, mais du point de vue de Shion. Et là tu t'en veux de ne rien avoir vu venir. Shion prend la place de Mion, tue les personnes qui l'emmerdent, et on apprend qu'elle est en fait la vraie Mion. Cette révélation m'avait rendu complètement fou car inattendue, mais qui explique le fait que celle qu'on pensait être Shion appelait sa sœur par le prénom de Mion. Et là, je suis obligé de parler des musiques. À partir du tome 5, la bande originale d'Higurashi a été refaite, et bon sang quel plaisir. Les OST étaient passés de bons à excellents, car plus impactants, mieux utilisés, et avec une évolution considérable dans la musicalité. La scène des ongles a beau ne pas vraiment m'avoir marqué, la musique, elle, m'a vraiment mis des frissons. Il y a une vraie ambiance musicale qui se dégage du tome 5 et qu'on ne retrouve dans aucun autre tome, et ça c'est fort. Et si on fait un petit tour par l'animé, c'est une nouvelle fois raté. On voit Satoshi 30 secondes maximum à l'écran, et surtout l'intérêt du tome 5 est vraiment parti en miettes. Le principal point fort de ce tome est l'introspection de Shion, on la voit sombrer petit à petit dans la folie et le désespoir, jusqu'au point de non-retour. Dans l'animé, puisqu'on ne comprenait pas ses pensées et qu'on ne voyait pas du tout l'évolution progressive dans son comportement, on a juste l'impression de suivre une psychopathe. Lorsqu'elle meurt à la fin, on se dit « bien fait pour sa gueule », alors que ce n'était pas du tout le but de base de cette scène. En conclusion, un premier tome du cycle des réponses qui a très bien fait la transition en remettant tout ce que l'on sait en doute, en apportant pas mal de choses qui seront ensuite au centre de l'histoire. Bref, un tome extrêmement puissant qui figure parmi mes préférés. Le tome 5 m'aura vraiment marqué pour son tout, il n'y a pas vraiment de scènes ou de passages en particulier qui m'ont impacté. Tout le contraire du tome 6. Et je ne sais pas par où commencer, il y a tellement de choses à dire. Chose à laquelle on peut s'attendre de la part du tome considéré comme le meilleur de tout le VN, soit dit en passant. Mais surtout parce que quand je pense à ce tome, je pense en réalité à des choses assez précises. La première étant évidemment Rena, puisque toute l'intrigue du tome 6 tourne autour d'elle. C'est un personnage dont on comprend très vite les problèmes psychologiques, et malgré tout ça, on finit par s'y attacher. Sa personnalité douce, sa détermination, son passé avec ses parents. Non, vraiment, c'est une personne que j'ai fini par apprécier. Sans même comprendre qu'elle a le syndrome, le premier truc que je me suis dit c'est « putain que quelqu'un l'aide ». Et malheureusement, cette aide n'est jamais venue. Du moins pas au moment où il l'aurait fallu. Ce qui m'amène à la deuxième chose à laquelle je pense quand on parle du tome 6. Il s'agit du pouvoir de l'amitié, qui est la thématique centrale du tome. Et putain de merde, là je suis obligé de parler de la scène dans la décharge. On m'avait prévenu qu'il y avait une scène incroyable dans la décharge, mais bordel, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je n'avais jamais été face à une scène aussi monumentale dans Higurashi. Tout était absolument fou. Honnêtement, j'ai encore des frissons quand je réécoute la musique. Mais surtout, jamais je n'aurais pensé ressentir autant de frissons au cours d'un simple monologue. Alors que Rena commence à exposer ses actes devant ses amis stupéfaits, Keiichi se met à lui exposer ses arguments et sa vision de l'amitié. Mais au final, c'était plus que ça. C'est comme si Keiichi nous voyait en train d'être spectateurs de leur malheur depuis le début et qu'il disait à ses amis « Bon, il faudrait peut-être qu'on arrête de se méfier les uns des autres, cela n'a créé que des drames. » Honnêtement, si des gens sont ici et qui n'ont pas fait cette scène dans le VN, cela peut sembler exagéré, mais il faut l'avoir vécu pour s'en rendre compte. Je n'ai jamais été un énorme fan de Keiichi, comme tout le monde je l'appréciais en tant que protagoniste, mais je m'étais jamais dit « Ok, c'est un personnage incroyable ». Mais là, faut dire qu'il m'a cloué le bec. Que ce soit ce qu'il dit ou la manière dont il le dit, tout était parfait. Et pourtant, cela ne suffira pas pour le faire changer de direction à Rena. Et oui, quand t'es en phase terminale, même les piqûres développées par Irie et Takano ne suffisent pas. Et là, me vient une scène qui m'avait fait forte impression. Rena qui expose la fausse théorie du complot de Takano. À ce moment-là, j'avais l'impression d'être face à la vérité. Ça répondait à toutes nos questions, ça paraissait tellement vrai. Et c'est là que je fais la transition avec la troisième chose qui m'aura vraiment marqué dans ce tome 6, à savoir la couleur du texte qui passe petit à petit du rose au rouge. En fait, au tout début, il y avait un passage en blanc où j'avais vraiment l'impression que c'était les pensées de Rena, sauf que plus tard, je me suis dit que j'avais tort étant donné qu'il n'y avait pas ce que je pensais être un repère visuel. Et pourtant, sans le savoir, j'avais touché du doigt un élément essentiel. On comprend au bout d'un moment qu'elles sont petit à petit à cause du syndrome, malheureusement trop tard. Et on arrive à la dernière chose qui m'est réellement marquée avec le tome 6, qui est cette fin. Cette prise d'otage passionnante et surtout, le combat sur le toit de l'école.
Honnêtement, je sais pas quoi dire. Tout le monde s'est pris la claque. Évidemment, cela faisait écho au début du tome et l'épique bataille des pistolets à eau. J'aurais jamais cru dire une phrase comme ça dans ma vie. Et je trouve ça tellement beau, le fait qu'il n'y ait aucun vainqueur, qu'on termine tout simplement sur les personnages qui parlent avec la lune ridiculement grosse derrière et avec tout le monde autour, et eux qui sont simplement en train de s'amuser. L'OST en fond était également excellent et m'a vraiment marqué pour le coup. Mais pour faire un petit peu le casse-couille, la scène dans la décharge m'a beaucoup plus marqué. Désolé. Et pour continuer à faire chier, je vais vous dire quelque chose qui va faire hurler tous les fans du tome 6, mais pour moi ce n'est pas le sommet d'Higurashi. Il faut savoir que c'est le tome préféré de la plupart des fans, et je comprends pourquoi, même si pour moi il est considéré à tort comme le meilleur tome. En fait, les gens quand ils me parlent du tome 6, ils me parlent quasiment tout le temps de la scène de la décharge, ou de la fin, ou de la couleur qui change. Petit coucou à la Croûtique si jamais il voit la vidéo. En fait, le reste, je le trouve seulement excellent. C'est bizarre de la manière dont je le dis, mais je trouve pas ça extraordinaire, je trouve ça seulement excellent. L'introduction avec Rina et Teppei est cool, mais sans plus quoi. Entre la fête de la purification et la prise d'otage, hormis le passage avec les parasites, ça avait beau être très bon, de là à considérer qu'il s'agit du sommet d'Higurashi, je vais avoir du mal à être d'accord. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça reste un tome absolument excellent et parmi mes préférés. Seulement, Rina n'étant pas ma préférée, il est possible que j'étais moins à fond que certains dans ce tome-là. Par contre, si on parle de l'animé, je pensais que ce serait pas si mal que ça. Les deux grosses scènes sont faciles à adapter, et en soi, le reste, pas besoin d'insister de ouf par rapport aux autres tomes. Pour ce qui est de la scène du monologue, c'est raté. Déjà, celui-ci a été énormément écourté. En soi, c'était prévisible, mais faut dire que c'est pas comme si c'était une scène d'une heure et demie, quoi. Déjà, c'est une chose qui est réellement problématique avec l'adaptation de cette scène, c'est l'ambiance. Là où dans le VN, nous avons de l'espoir, de la joie, des frissons, de la joie, et surtout de la joie, dans l'animé, t'as plus l'impression que c'est une scène où il y a de la tension, et c'est d'autant plus flagrant quand tu compares les deux OST. La scène n'est en rien impactante alors qu'elle aurait pu être si le travail avait été fait correctement. Par contre, pour ce qui est de la fin et du combat sur le toit, c'était pas si mal. Bien que très raccourci et ne collant pas du tout à l'ambiance de base, celle-ci reste efficace. Le combat en lui-même n'est pas si ouf, c'est quand même très moche par moments, il reste cool quand même à regarder avec l'ambiance et les répliques que s'envoient Rena et Kichi. En conclusion, un tome 6 que j'ai adoré et qui se retrouve parmi mes préférés, bien que je ne sois pas d'accord avec l'avis global comme quoi ce serait le meilleur d'Higurashi. Waouh! Je vous jure que le premier mot qui me vient à l'esprit en pensant au tome 7, c'est waouh! Après m'être pris deux dingueries dans la gueule, je m'attendais pas à ça. Faut dire que j'avais l'habitude de parler sur Discord avec des gens qui avaient fait tout le VN, et ce qui ressortait souvent c'était ceci. Le tome 6 est le meilleur tome, le tome 3 est le pire tome, le tome 1 est le meilleur des questions, le tome 7 est le moins bon des réponses. A vrai dire, on m'avait énormément hype les 5 et 6, et à juste titre puisque je les ai adorés, mais au contraire on me disait de ne pas trop en attendre des 7 et 8. C'est donc avec un esprit peu, voire pas hypé que j'ai commencé le tome 7. Et bordel de merde. Je vais pas faire traîner ça plus longtemps, la solution finale est selon moi le meilleur tome d'Higurashi. Déjà l'introduction m'avait complètement mindfuck, et bien que les tomes avaient des points d'accroche et j'avais l'impression par moments de percevoir des références à d'autres tomes au sein même de ma lecture, je m'étais jamais vraiment posé la question sur comment ils étaient reliés les uns aux autres. L'idée des fragments était très bien écrite, bien qu'elle soit beaucoup plus centrale dans le tome 8. Et puis on voit que Rika parle avec quelqu'un, mais on est dans le flou de quant à qui elle est en train de parler, jusqu'à ce que l'on voit Hanyu, qui est en fait la déesse Yashiro. Et c'est un nouveau mindfuck, car dans ma tête, soit la déesse existait, soit les humains perpétraient la malédiction. Et à aucun moment j'avais imaginé qu'en réalité, c'était les deux. La déesse existe, mais elle n'est pas responsable de la malédiction. Et le pire, c'est qu'ils en font pas des tonnes avec la révélation. Genre, ils vont jamais faire un twist en mode « Oui, Hanyu est la déesse Yashiro ». Juste au fur et à mesure qu'elle communique avec Rika, on comprend assez rapidement. Et lorsqu'on a la confirmation, c'est également une autre révélation incroyable, à savoir le moment où Tomitake et Takano entrent dans le temple. On y voit Hanyu sauter sur le plancher, et c'est là qu'on comprend qu'il s'agissait d'elle qui faisait le bruit lorsque Shion et Keiichi étaient dans le tome 2. Et ça, c'est jamais dit en mode « c'était elle », c'est uniquement nous qui comprenons immédiatement de quoi il en retourne, car nous cessons jamais de nous questionner, et donc lorsque la réponse est sous-entendue, on la comprend tout de suite. Et c'est brillant. Ensuite, j'ai petit à petit grimpé en hype quand j'ai constaté que toutes les planètes s'alignaient parfaitement pour que Rika réussisse, jusqu'à même voir Akasaka de retour. Et pourtant, Satoko se fait de nouveau maltraiter par son oncle. Je suis un big fan de Satoko, donc lorsqu'on est face à cette triste révélation, j'ai eu très mal. Vraiment très mal. Et c'est là que commence l'arc principal du tome 7, à savoir le sauvetage de Satoko. C'était si beau de voir tous les membres du club, voire de l'école, venir aux services sociaux pour leur ami encore et encore, même s'ils ne savaient que ça servait à rien. J'ai capté que ce tome était réellement exceptionnel lorsque Keiichi parle au comité du village. À ce moment-là, mon cerveau a déconné. Tout était stratosphérique dans cette scène. Déjà le dialogue était absolument fou, la manière dont les arguments se sont mêlés aux insultes fait que la tension était constante. Les répliques que te balance Keiichi sont d'une puissance énorme, et l'OST donne une dimension incroyablement épique à cette scène.
Les mots me manquent pour décrire une telle scène et pourtant, je n'étais pas prêt une seconde pour ce qui allait suivre. Lorsque Keiichi obtient l'approbation de Horio Sonozaki et qu'ils vont sauver Satoko une bonne fois pour toutes, là je n'ai réellement pas compris ce qu'il se passait. C'était tellement épique, tendu, plein d'espoir, de rebondissements, les mots me manquent une nouvelle fois pour vous décrire un tel sentiment. Et puis cette scène avec Rika et Satoko au téléphone. J'ai rarement eu autant de frissons en une seule réplique. Le sortez-moi de là de Satoko m'a vraiment marqué au fer rouge. À ce moment-là, j'étais plein d'espoir pour la suite, sachant que ce tome était nommé la solution finale. Malheureusement, je n'avais pas saisi le vrai sens du nom, je l'ai compris beaucoup trop tard. Lorsque l'on voit que Takano était entre guillemets la coupable, je sais pas vous, mais moi je ne l'avais pas vu venir avant que celle-ci commence à parler avec Tomitake. Certes, je l'avais pas mal de fois suspecté, mais petit à petit je m'étais détourné de cette piste, notamment à cause de sa mort. Une nouvelle fois, tout s'enchaîne rapidement, t'as pas besoin d'explications de 3 minutes pour tout comprendre. À ce moment-là, on ne sait pas pourquoi elle fait ça, ni exactement quelle est l'ampleur de ce qui est en train de se passer, mais on n'en a pas besoin pour capter que c'est la merde. Par la suite, on en apprend de plus en plus, jusqu'à ce que la maison de Rika soit mise sous surveillance des chiens de montagne par Takano. Déjà que ça sentait la merde, Oishi et Kumadani se font tuer. Et puis... ce putain d'OST démarre. Que dire de ce climax absolument phénoménal? Rika et Satoko se mettent à courir alors qu'elles sont poursuivies par les chiens de montagne, et c'est là que débarque le club. Petit à petit, ils commencent à écraser leurs adversaires, jusqu'à avoir un petit groupe. L'OST de la scène de la manif pour sauver Satoko se lance. Ils se rapprochent de leurs ennemis, ça devient de plus en plus épique, et au moment où l'affrontement doit commencer, arrêt du temps. Franchement, des changements de brutaux d'ambiance dans Higurashi, on en a mangé plein, mais alors celui-là m'a vraiment traumatisé. Et c'est là qu'Anyu apparaît pour dire une phrase que j'ai redoutée tout le long du tome 7. Il est l'heure, Rika. Lorsque le temps reprend son cours, démarre le passage qui m'a le plus impacté personnellement de tout Higurashi. Rien que ça. Tous les membres du club sont immobilisés, et Takano arrive pour les tuer un par un. On en a eu pas mal des morts dans Higurashi, mais c'est la première fois que j'ai réellement senti la mort des personnages. La plupart des morts dans Higurashi sont soit là pour amener du mystère, soit parce qu'il y a une confrontation, et jamais la narration se centrait sur la mort en elle-même. Là, tu sens que le personnage il est mort, tu ne l'entends plus parler, t'as un bruit de pistolet, puis plus rien. Et la phrase qui m'a le plus marqué de tout le jeu est celle-ci. Shion eut un dernier sursaut. À ce moment-là, j'avais déjà les larmes qui coulaient sur mes joues. Je ne pouvais qu'être spectateur de la scène horrible qui se déroulait sous mes yeux. Ensuite, Rika qui se fait tuer d'une manière absolument horrible, puis qui rejoint ses amis. Et je pensais que c'était la fin. Le putain de manuel numéro 34. J'ai même pas envie de commenter cette scène, j'étais juste abattu. Chaque mot était un coup de pioche que je recevais en pleine face. La solution finale. Le sens de ce titre m'avait échappé tout au long de ma lecture jusqu'à ce que j'y sois confronté. Et je peux le dire, la solution finale de Ryukishi 7 est un chef-d'œuvre à lui tout seul. Maintenant, parlons de l'animé. Bon, déjà, on peut évoquer cet arc bonus dont j'ai vraiment pas saisi l'utilité, comme si c'était pas assez clair que Rika était louche. En soi, j'ai pas grand chose à dire à part que c'était un peu chiant, car il ne se passait pas grand chose, et puisque je connaissais déjà les réponses, ça n'avait pas grand intérêt de regarder. Mais pour ce qui est du vrai tome 7, en soi, les mêmes soucis sont toujours là, mais la mort du club est plutôt efficace, et la réplique sur les brocolis et les choux-fleurs me fera toujours autant mal que la première fois que je l'ai lu. Alors, faut dire que j'étais pas emballé des masses, je ressortais du tome 7, je n'avais pas envie de finir l'aventure, je le voyais être pas mal critiqué et sa durée me donnait le tournis. Et en plus de ça, la majorité des révélations étaient dans le tome 7, donc je ne voyais pas comment je pouvais être surpris. Et bordel de merde. Les réjouissances est mon tome préféré d'Higurashi. L'intro avec Takano était absolument extraordinaire. C'était une toute nouvelle forme de flashback que je n'avais jamais vue auparavant. Forcément, quand ce genre de traumatisme nous refont surface, nous ne nous souvenons pas dans les détails de ce qui se passe, ce qui explique le fait que tout se mélange dans la tête de Takano au début. Franchement, le passage de son évasion, c'était une claque de A à Z. La tension était palpable, l'espoir grandissait en même temps que le stress, on ressentait la douleur, la fatigue, le calvaire que subissait Takano. Et alors que l'espoir qu'elle s'en sorte devient de plus en plus fort, celle-ci échoue, et là franchement quand on l'entend crier, qu'elle se dirige vers son châtiment, et que tout s'intensifie avec le bruit du métal, j'ai très rarement autant stressé dans tout le VN, facilement dans le top 5, voire le top 3 des moments qui m'ont le plus foutu en PLS niveau peur. Je vais pas vous mentir que même si la partie où Takano réunissait son équipe pour la clinique était clairement pas incroyable, celle-ci m'a captivé, j'ai compris comment de fil en aiguille, tout était orchestré depuis le début. Et puis là, faut qu'on parle de l'idée la plus géniale de ce tome 8, les fragments. Faut dire que cette manière de briser le quatrième mur en nous demandant de réunir les fragments, c'était juste magnifique. Et puis les fragments, c'était juste exceptionnel. Tout était si kiffant, malgré le nombre incalculable de révélations, de scènes mémorables. Ce qui m'a marqué, c'est que tout semble si bien se passer. Là où j'ai trouvé le plus de bonheur dans le tome 8 et surtout dans les fragments, c'est cette simplicité dans laquelle j'ai trouvé un bonheur infini. C'est quelque chose d'impossible à décrire, donc j'aurais du mal à argumenter là-dessus, mais c'est l'un des passages qui m'a fait le plus kiffer du VN.
et ensuite le climax de fin. J'ai jamais vécu de telles émotions devant une œuvre de toute ma vie. J'étais accroché à ma chaise, je vibrais, je pleurais, je rigolais, je frissonnais, je m'accrochais à chaque lettre, chaque mot. Et ouais, sans même avoir parlé de l'animé, je crois qu'il est temps de conclure. J'ai profité à fond d'Higurashi jusqu'à la dernière minute. Quand le générique a commencé à défiler sous mes yeux, je me suis senti vide, incapable de ressentir la moindre émotion, ni tristesse, ni joie, ni colère. Pendant 1 heure environ, tout était capable de m'énerver. Je me sentais clairement instable sans réellement arriver à faire le point sur mon état. Et puis, avant même que je puisse m'en rendre compte, les larmes coulaient déjà sur mon visage. Je restais là, stupéfait, à repenser à tout ce que j'avais vécu au travers d'Higurashi. Et ouais, j'en avais parcouru du chemin. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai lancé le jeu, 1 an auparavant. Je pensais y trouver un moyen de passer le temps d'ici la fin des vacances, et finalement j'y ai trouvé une œuvre qui, j'espère, ne quittera jamais l'être humain que je suis. Une œuvre qui m'aura profondément changé, par ses thématiques, ses personnages, sa vision de la vie, son histoire, si belle, humaine, touchante, qui réussit tout ce qu'elle entreprend, et qui ne m'a jamais, au grand jamais, fait penser le moindre mal d'elle. Higurashi est l'œuvre la plus exceptionnelle à laquelle j'ai accédé. Jamais je n'aurais rêvé d'une œuvre aussi bonne, ne serait-ce qu'imaginer qu'un tel niveau était possible. J'ai l'impression que c'est une œuvre vraiment unique. Jamais je n'ai eu l'impression qu'une œuvre fasse aussi peu de débat sur sa qualité, c'est-à-dire que je n'ai jamais vu personne contester le fait qu'Higurashi était un chef-d'œuvre. Même Omineko, qui est globalement plus apprécié, a des personnes qui s'y opposent. Je suis quelqu'un en quête de nouvelles fictions qui vont me ramener des choses plus incroyables que les précédentes. Seulement, quand une œuvre est aussi parfaite sans que personne ne le conteste, c'est dur de ne pas perdre espoir. Après avoir fini Higurashi, je n'ai plus voulu me lancer dans quoi que ce soit. À vrai dire, la manière dont on consomme les œuvres à l'heure actuelle nous les font oublier plus vite qu'on ne les a consommées. Je ne veux pas oublier. S'il y a une chose que je veux avec cette œuvre, c'est de ne pas oublier. Ce mois de juin, à Inamizawa, en compagnie de Keiichi, Rena, Mion, Satoko, Rika, Tomitake et Takano, tous ces moments passés en leur compagnie qui seront à jamais parmi les meilleurs souvenirs d'amateurs de fiction que j'aurais vécu dans ma vie. Alors ensuite, j'ai eu du mal à enchaîner à force de repenser à Higurashi. J'avais peur de rester bloqué et ne plus jamais pouvoir appréhender une œuvre sans jamais repenser à Higurashi. Et puis j'ai compris. Tant que je fais l'effort, je n'oublierai pas. Tant que je continuerai à en parler, à le faire découvrir à d'autres gens, à réécouter les musiques, à la citer comme ma référence, je n'oublierai pas. Et au final, j'en suis même venu à pardonner l'animé. Certes, il reste toujours aussi insupportable à voir pour toute personne ayant fait le VN, mais en réalité, il n'est pas si problématique. J'ai fini par me rendre compte que sans lui, je n'aurais peut-être jamais eu le matériau d'origine, puisque c'est véritablement l'anime qui a popularisé l'œuvre. Indirectement, un nombre de fans d'Higurashi absolument incalculable a pu découvrir le VN grâce à l'anime. Donc comment lui en vouloir? Surtout que si on le prend en tant qu'anime, il n'est pas si mauvais. Il est même dans le haut du panier de son genre. Vous vous rendez compte? Même en enlevant toute la substance de l'œuvre originale et en faisant une adaptation à la fois catastrophique et respectueuse, Dean a fait un bon anime. Et si on le prend sous cet angle, ça relève presque du miracle. Seulement, je n'avais pas le recul nécessaire quand j'étais dedans pour le comprendre. Je comprends tout à fait l'incompréhension de beaucoup qui, en voyant ma vidéo, n'ont pas compris pourquoi j'étais aussi salé. Et avec le recul, j'aurais peut-être dû le faire différemment. Mais en soi, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça a rendu certaines personnes curieuses vis-à-vis du VN. Alors pourquoi regretter? Ça fait partie des nombreuses thématiques de l'œuvre, le regret. Et je vous parle sérieusement, je n'aurais peut-être pas eu cette manière de penser si je n'avais pas fait Higurashi. Oui, vous avez bien entendu. L'œuvre a eu un impact sur ma manière même de réfléchir. J'ai l'impression d'avoir grandi au travers de cette histoire qui m'a mis face à mes propres failles et qui m'a guidé vers des pistes pour les combler. Ça a duré 1 an. 1 an à suivre les aventures du club de jeu d'Inamizawa, à faire des théories, à lire, à rigoler, à pleurer, à frissonner, à adorer des personnages, en détester d'autres, à me prendre des claques et à continuer de me prendre des claques. Malgré le ton très défaitiste que j'ai arboré au début de cette conclusion, je garde espoir. Depuis que j'ai terminé Higurashi, j'ai suivi l'aventure de plusieurs personnes qui vivaient la même chose que moi. Je me sens fier d'avoir pu transmettre cette œuvre qui m'est si chère à d'autres personnes qui vont en faire de même et ainsi de suite. Je garde espoir car bien qu'Higurashi soit très niché, tant qu'on continuera à en parler, l'œuvre perdurera et j'invite toutes les personnes qui ne se sont pas penchées sur le VN à vous y pencher de toute urgence et à en venir en parler directement avec moi. Vous ne savez pas à quel point ça m'a ravi quand j'ai vu que des gens se sont lancés dedans grâce à mes vidéos et qu'ils ont vécu quelque chose qu'eux aussi n'oublieront jamais. Je garde espoir parce que j'ai l'intime conviction que ça restera à jamais une œuvre qui a marqué à jamais des esprits humains. Et pour moi cela vaut bien plus que la popularité de Dragon Ball ou One Piece. Et avec tout le respect que j'ai pour ces œuvres, elles n'ont jamais fait un centième de ce qu'Higurashi a réussi à transmettre à ses lecteurs. Et j'aimerais adresser un mot à Pierre Bankoff, le traducteur du jeu. Si jamais tu regardes cette vidéo, je n'arriverai jamais à te remercier pour tout ce que tu as fait.
Ta traduction est absolument fabuleuse. Tout regorge de vie et rien que par ce travail, tu as indirectement changé la vie de plein de monde qui ne se serait jamais lancé si le jeu n'était pas traduit. J'ai beaucoup vanté les mérites de Seven Expansion, et à raison vu que ce sont eux qui sont derrière Higurashi. Mais nous ne devons surtout pas oublier ce qui a fait le lien entre leur œuvre et moi-même, la traduction. Donc Pierre Bankoff, si j'ai l'honneur d'attirer ton attention, sache que tu auras eu à jamais un impact sur ma vie, et sur celle de beaucoup de gens. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait, je vous invite à tous le remercier en commentaire, sans lui je ne serais pas en train de vous parler actuellement. Higurashi a marqué ma vie à jamais, je ne pourrai jamais oublier tout ce que j'ai vécu pendant 1 an à travers ce visual novel, que je ne revivrai peut-être jamais. Ses personnages, ses thématiques, son ambiance, ses musiques, ses bruitages, tout de cette œuvre fait désormais partie intégrante de la personne que je suis. Et là, vous devez vous dire une chose. Mais attends, il ne devait pas y avoir 2 autres parties après ça? Et je vous répondrai que c'est parce que la prochaine partie est sur... Ultima Padre, Nostra Licia, et Massa Vita Cagliari.